et bienvenue dans cette conférence autour de la sobriété énergétique. Quel est l'apport de l'éclairage connecté pour les collectivités? À l'heure où nous avons une inflation et le coût de l'énergie qui ne cesse d'augmenter, une question se pose pour les collectivités de savoir si on doit éteindre complètement ou si on doit diminuer l'intensité par l'apport technologique et innovation, et par l'innovation. Et du coup, j'ai le plaisir de recevoir nos trois invités aujourd'hui. Donc, monsieur Emmanuel Salaberry, excusez-moi, maire de Talence. Monsieur Lucien Kaiser, référent projet sportif de la ville d'Ittenheim. J'espère que je l'ai bien prononcé. Et monsieur Samuel Marché, directeur marketing stratégique de l'activité publique chez Signify. Bonjour messieurs. Bon, vous remarquez, on n'a pas la parité, mais voilà, c'est comme ça. On fait avec. Tout d'abord, je vais commencer par Samuel pour savoir un petit peu si vous pouvez nous dire en quelques mots la situation aujourd'hui de l'éclairage public au niveau, à l'échelle de France, et puis avec des chiffres clés, s'il vous plaît. Alors, bonjour à tous. Donc, effectivement, aujourd'hui, quelle est la situation de l'éclairage public en France ? L'éclairage, c'est à peu près 11 millions de luminaires en France, qui représentent une consommation totale de plus de 5 terawatts annuels. Donc, et c'est un parc qui est relativement obsolète. On estime qu'il y a seulement 20% du parc d'éclairage en France qui a été rénové avec des solutions LED. Donc aujourd'hui, ce parc est considéré comme énergivore et on estime qu'une rénovation globale de ce parc permettrait d'économiser jusqu'à 4 terawatts d'énergie, ce qui est considérable. L'éclairage public est l'un des rares domaines où on peut économiser de l'ordre de 80% d'économie d'énergie. Mais avant de rentrer dans le détail des économies possibles, regardons rapidement quelle était la situation du coût de l'énergie. On voit qu'on était dans les 30 € le mégawattheure. Ce sont des données qui ont été agrégées. Et depuis avant le conflit ukrainien, on voit que le prix de l'énergie a augmenté de manière drastique, avec des pointes aujourd'hui à 200, 300. Et on estime avec le manque de réacteurs nucléaires à court terme qu'il y aura toujours des pics sur les prochaines années, c'est-à-dire que la hausse des prix va rester durable, même si les prix rebaisseront un petit peu, ils ne rejoindront pas les prix qu'on avait en 2020. Donc pour les collectivités, alors on interrogera nos autres acteurs à cette conférence, mais pour les collectivités, certaines collectivités ont vu le prix de leur énergie augmenter de plus de 50%, ce qui est considérable. Donc, et a priori, ça peut impacter le budget total d'une collectivité de plus de 5%, donc ce qui là aussi est important. Donc l'enjeu, c'est comment assurer un service aux citoyens avec un éclairage de qualité à un coût raisonnable. Et là, il n'y a pas 36 solutions, il faut rénover. Alors, aujourd'hui, très rapidement, qu'est-ce que la rénovation ? Donc, il y a plusieurs solutions. La plus simple, on met un éclairage LED. Je vais aller vite sur la partie technique. On fait à peu près 50% d'économie d'énergie. Deuxième solution, on met un éclairage LED avec une horloge intégrée. C'est simple, on va à 70% d'économie d'énergie. Et beaucoup se disent, c'est super, et je m'arrête là. Mais en fait, non. La vraie solution, c'est un éclairage intelligent où on arrive à 80%, voire un peu plus d'économie d'énergie dans certains cas. Et là, on redivise par deux la consommation totale du parc d'éclairage par rapport à une solution basique de rénovation. Donc, la solution idéale, c'est un éclairage connecté. Qu'est-ce qu'un éclairage connecté ? Sur votre luminaire, vous avez ce qu'on appelle un node qui permet donc au luminaire de communiquer et de recevoir des instructions pour adapter le flux lumineux en fonction des besoins en temps réel de la ville. Ce luminaire permet également de rajouter des nouveaux capteurs de type détection de présence qui permettent de n'éclairer que lorsqu'il y a du trafic. Donc c'est une technologie qui a été introduite il y a peu et qui est très novatrice et sur laquelle, sur certaines zones test, on arrive à plus de 90% d'économie d'énergie. Donc l'avantage aussi, c'est que vous avez une information en temps réel de la consommation de vos luminaires et ça vous permet vraiment de piloter de manière très fine l'infrastructure de votre ville. Mais là, je pense que je vais laisser la parole à ceux qui ont pu expérimenter cet éclairage et le mettre en place. Samuel, merci beaucoup pour cette analyse fine à l'échelle nationale. Mais maintenant, on va s'orienter plutôt sur une échelle au niveau de la commune.
Donc j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir monsieur Emmanuel Salberi, maire de Talence. J'ai cru comprendre que Talence a été l'une des premières villes à réaliser une rénovation massive et rapide de leur parc d'éclairage public, avec une solution connectée, Interact-City, si je ne dis pas de bêtises, et avec des travaux effectués sur 2020. Pouvez-vous aujourd'hui nous donner votre vision et votre expérience en termes d'éclairage public pour vos administrés? Alors, bonjour à toutes et à tous. Moi, le préambule, ce que je voulais rappeler aussi, c'est à quel point, en tout cas moi, quand je suis devenu maire, je me suis rendu compte à quel point l'éclairage public, c'est un choix politique très important. Et on en parle souvent de la sécurité, on parle de beaucoup de choses dans les communes, mais l'éclairage public est sans conteste quelque chose qui est très prégnant dans les attentes des personnes. Il y a beaucoup de choses autour de l'éclairage public et c'est important d'y répondre. Nous, on a fait le choix, et je me félicite tous les jours d'avoir fait ce choix, en 2019. Parce qu'en fait, on avait la politique que faisaient beaucoup de villes. Dès qu'on rénovait une rue, dès qu'on s'attaquait à un quartier, on venait changer l'éclairage. Et là, je me suis dit, dans 250 ans, on y sera encore, parce que c'est long, et en plus, on prenait aussi le risque d'avoir un parc assez hétérogène en matière de technologie. On sait que la technologie va très vite. C'est pour ça que des fois, on se dit, est-ce qu'on investit, est-ce qu'on n'investit pas? Et donc, on a fait le choix, effectivement, de passer 100% de la ville en LED en un an, en disant, voilà, on va mettre sur la table un peu plus de 2,3 millions d'euros. C'est le coût total de l'opération TTC avec la pause, donc ça dure un peu plus d'un an. Talence, c'est 3750 points lumineux. Bon, je suis content d'être dans les 20% en LED et neuf, puisque donc nous, on est maintenant à 100%. Et que vous dire, pour être très court, nous, on s'en félicite aujourd'hui. Alors, maintenant, quand on nous demande de faire des économies, le problème, c'est qu'on peut faire des économies sur l'éclairage. Donc, c'est un peu dommage. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose sur lequel maintenant les villes viennent nous voir pour nous dire comment ça s'est passé, comment vous avez fait les choses. Finalement, c'est pas si compliqué que ça, hein. Moi, je veux le dire. Après, quand on est accompagné, on a l'impression que ça va être encore... on a besoin d'être aidé techniquement, parce que l'éclairage, ça correspond quand même à des choses. Et puis, la technologie va vite. Mais aujourd'hui, on est très content, évidemment, pour la consommation. Il n'y a pas beaucoup de choses sur lesquelles le maire peut dire j'ai divisé quasiment par 10 la consommation énergétique de mon éclairage, parce que on éteint, ça c'est une chose, on a changé les LED, et surtout, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, on a ce phénomène de la gradation, c'est-à-dire la capacité que l'on a de ne pas éclairer de la même façon tel ou tel quartier de rue, tel ou tel moment. Quand on a un repas de quartier, quand on a un cinéma, bien on va avoir autre chose. Par exemple, le 31 décembre et le 25 décembre sont des jours dans lesquels on met à 100% la puissance lumineuse. Et ce qui est un peu magique, c'est que la gradation, les gens regardent un petit peu si c'est allumé ou éteint, mais la puissance de LED, c'est pas forcément quelque chose qui revient. Et donc ça nous permet d'économiser même quand on éclaire. Donc je suis pour ma part très satisfait, c'est la raison pour laquelle on est là. Ça représente grosso modo 160 000 euros d'économie par an pour la collectivité. Juste vous dire, pour nous, hein, très concrètement, le prix de l'électricité l'année prochaine, enfin de coût d'énergie, parce qu'on a un peu de gaz, mais on a beaucoup d'électricité, on va passer de 1,5 million à 4 500 000 euros. Donc c'est pas 50% d'économie, c'est multiplié par 3 en fait, si on n'a pas le bouclier, etc., etc. Donc la question de l'énergie aujourd'hui, elle est très prégnante. C'est la raison pour laquelle on en parlait avant de préparer ça, et je terminerai par là. Avant, il y avait beaucoup de gens qui nous disent rallumer, rallumer, rallumer. Et bizarrement, et c'est là où on voit que la politique est un peu changeante, depuis qu'il y a des problématiques de consommation et de production d'énergie, on nous dit surtout laisser l'éteint, voire même augmenter la durée d'extinction de l'éclairage public, ce qui ne me pose jamais aucun problème. Voilà. Et du coup, vous avez un petit peu devancé ma question suivante, mais pourquoi avoir fait du coup le choix de l'éclairage connecté? Parce que je pense que d'abord, on peut en faire plein de choses de l'éclairage connecté, vous l'avez dit. Alors, il faut passer un peu le cap de on va tous être des instruments, on va tous des capteurs, etc. Je pense, en tout cas, moi, c'est quelque chose sur lequel j'essaie toujours de rappeler aussi, quand on a des échanges avec les fournisseurs, de rappeler aussi à quel point ces éclairages connectés peuvent être utiles avec d'autres capteurs. Est-ce que demain, on ne pourrait pas se dire, quand on en change quelque chose, on a un capteur de pollution, comment on arrive aussi à avoir, pas simplement que Big Brother qui nous surveille est là-dessus. Aujourd'hui, on est un peu une maturité. Nous, en tout cas, le prochain step, mais je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, c'est le fait de dire on a fait un choix 100% connecté qui nous permet d'être particulièrement libre. Par contre, je pense que le temps dans les prochaines années, ça sera plus d'avoir une décision unique sur un territoire en disant on fait ci, on fait ça. C'est quasiment par typologie d'habitat, par heure, par période de l'année, d'être vraiment sur un éclairage à la demande pour permettre d'avoir vraiment des solutions, j'allais dire quasiment chirurgicales, quartier par quartier. Et je pense que c'est ça. Et donc le fait de passer en technologie 100% connectée, ça nous permet justement de s'autoriser cette liberté-là et donc d'être serein par rapport à l'avenir. Et monsieur le maire, du coup, aujourd'hui,
sur quelle est aujourd'hui pour vos administrés, est-ce qu'ils le ressentent aujourd'hui, cet apport de la technologie? Ils le ressentent. Alors déjà, ils ne s'aperçoivent des LED que quand il y a ils s'apercevaient des LED quand il y avait des anciens lampadaires aux alentours. D'abord, on se dit toujours, là, ils vont nous dire qu'est-ce que ça va être, parce que la LED, c'est quand même très particulier en termes de ressenti en bas, c'est quand même pas si simple que ça. Donc, le ressenti, c'est aujourd'hui le fait de pouvoir dire que face à tout un tas de choses de la transition écologique, on a besoin de l'apport technologique pour nous aider. C'est valable pour l'électricité, c'est valable aussi pour l'eau. Demain, on a vraiment besoin d'avoir des systèmes intelligents pour ne pas arroser quand il faut, savoir quand la terre est plutôt sèche. Et donc, le choix de cette solution 100% connectée, les habitants alors d'abord, globalement, les gens nous disent faites des économies, ça va très bien, donc ça c'est possible. Mais ils sont interrogatifs sur ce qu'on appelle la Smart City. Derrière, c'est quelles sont demain la capacité qu'auront les villes de pouvoir proposer des systèmes intelligents pour signaler un dépôt sauvage, pour faire plein de choses. Et aussi, ils nous demandent de faire, encore une fois, ce qui est vraiment demandé, c'est comment j'adapte le type d'éclairage à l'endroit. Moi, chez moi, j'ai une forêt. Un bois, un trarocade. On nous a demandé est-ce qu'il faut mettre le même éclairage à l'intérieur, est-ce qu'il ne faut pas protéger des choses, etc. Donc on a vraiment cette demande aujourd'hui de la part des populations de dire mettez-nous toute technologie que vous voulez parce que ça ne m'intéresse pas, ça les intéresse pas, mais que ça soit adapté à mon besoin. Les commerçants veulent pas la même chose, que le vendredi n'est pas la même réalité que le lundi soir. Enfin, c'est vraiment quelque chose de... Donc il faut qu'on soit vraiment avec des systèmes très agiles, très robustes. Et donc, on a aussi besoin des techniques parce que le maire, on n'est pas livré avec des compétences technologiques comme ça, enfin pas moi en tout cas. Et donc, on a vraiment besoin d'avoir... Et je pense que c'est intéressant aussi de partager ensemble des hypothèses pour se dire, on va un peu plus loin et on essaye d'aller... voilà, il faut juste passer le cap toujours un peu craintif de vous allez mettre des capteurs, donc vous allez savoir ce que vous faites chez moi ou qu'est-ce qui va se passer dans mes rues. Ça, c'est encore quelque chose de très important, un peu comme les caméras. Et du coup, ma dernière question, quelle est vos perspectives pour les prochains jours, pour les prochains mois, les prochaines années? Alors, demander des droits d'auteur aux villes qui viennent nous copier le modèle, voilà, non, plus sérieusement, nous aujourd'hui on a fait ce choix-là. Aujourd'hui on est en train de rédiger un cahier des charges d'assistance technique qui consiste à dire, voilà, moi j'ai ce système-là qui a été choisi, on a choisi cette technologie, nous on a pris Philips Iridium 4 par exemple. Voilà aujourd'hui ce que l'on peut faire, voilà ce qui se passe autour de chez nous. Dites-moi et aidez-moi. Donc c'est comme ça qu'après on reviendra vers les fournisseurs et les distributeurs et les installateurs. Dites-moi ce que demain je peux faire pour essayer de proposer des choses. On nous parle souvent de l'éclairage à la demande sur les téléphones portables, parce que dès qu'il y a un reportage qui passe à la télévision, c'était la ville d'Urugne, c'est au Pays Basque, donc c'est un beau pays, mais voilà, on nous dit, il y a Saint-Brieuc aussi, dès qu'il se passe quelque chose, dès qu'il y a un reportage sur Facebook, on va nous dire, mais pourquoi on n'a pas ça? Je rappelle souvent que parfois, quand on a des rues où il y a beaucoup de passages, ça ne sert à rien de faire l'aspect sapin de Noël, éteindre, allumer. Donc c'est pour ça que je pense vraiment que demain, on va avoir besoin d'aller beaucoup plus vite sur une approche de plus en plus fine de l'éclairage public. C'est-à-dire, les choix technologiques sont des choses, mais comment finalement je donne mon territoire à des spécialistes dont c'est le métier et quelles réponses ils peuvent m'apporter durablement pour essayer de construire ensemble une ville connectée et une ville surtout qui correspond à un besoin, voilà, parce qu'un quartier pavillonnaire, c'est pas un centre-ville, c'est pas un bois, c'est pas les mêmes choses. Et donc on va aller là-dedans. En tout cas, quelque part, à toute chose malheur est bon. Je suis très déçu évidemment, on est très inquiet du coût énergétique. Je pense qu'on ne mesure pas pour les communes ce que cette note énergétique va faire. 3 millions d'euros, c'est pour nous en tout cas, c'est quelque chose c'est l'équivalent d'un budget du CCAS. 3 millions d'euros, vous savez ce que ça veut dire pour vous, c'est l'équivalent de 100 fonctionnaires à peu près chargés. Donc c'est énorme et on ne les trouve pas en un an. Donc on a vraiment besoin d'être accompagné là-dedans et donc c'est la raison pour laquelle on reviendra vers les personnes pour dire voilà, on a fait ce premier step et maintenant comment on va sereinement et comment on va aussi avoir d'autres intérêts, d'autres choses, et j'insiste beaucoup, comment la technologie elle se veut positive. Voilà. Comment demain je peux, parce que j'ai mis un capteur sur un lampadaire, je repère un pic de pollution, je peux signaler quelque chose, voilà. Comment on accompagne cette technologie pour dire il peut y avoir vraiment du positif, n'ayons pas peur de la science et d'essayer d'avancer ensemble. Merci beaucoup pour ces réponses détaillées. Maintenant, je vous propose de nous diriger plutôt vers les complexes sportifs, notamment les stades qu'on allume aujourd'hui. Dans le cadre, donc avec Monsieur Kaiser, merci beaucoup. Merci. Dans le cadre aujourd'hui de vos projets sportifs, est-ce que cela répond aujourd'hui aux exigences de l'État en termes de sobriété énergétique ?
Alors bonjour à tous tout d'abord. Je pourrais vous répondre qu'avec le recul maintenant, on a devancé les directives gouvernementales. En fait, la problématique qui était celle de mon village, donc 2300 habitants, c'était de développer les capacités d'accueil pour la multitude de gamins qui frappaient à la porte du club de foot, mais qu'on ne pouvait plus accueillir parce qu'on était à saturation sur le seul terrain éclairé, qui était un terrain synthétique. Donc il fallait trouver des solutions qui, sans grever les budgets de l'association, parce qu'il faut rappeler que chez nous, c'est le club qui paye toutes les charges locatives. Donc le club n'était pas en mesure d'assurer une augmentation exponentielle des coûts de l'énergie. Donc on a trouvé des solutions, parce qu'il n'y en a pas qu'une, mais des solutions qui rejoignent de façon très, très proche celles qui ont été mises en œuvre par Monsieur le maire avec les équipes techniques. Parce que nous avons fait le constat que là où nous pouvions avoir de levier, c'était sur les surfaces à éclairer, c'était sur l'intensité et c'était sur les plages horaires. Donc il y a 3 critères à mes yeux qui conditionnent cette sobriété énergétique. Le nombre de foyers lumineux, donc c'est toujours pareil. C'est l'intensité, c'est toujours pareil. Et c'est la durée pendant laquelle ces installations vont servir. Donc je vais commencer par le nombre de foyers lumineux. Un foyer lumineux, c'était avant 20 projecteurs qui étaient allumés, quel que soit le niveau de personnes à l'entraînement. C'est-à-dire qu'on éclairait l'intégralité du terrain, alors qu'en fait, on ne se servait que d'une moitié. Donc, une des solutions, ça a été d'avoir un système intelligent qui nous permette de n'éclairer que la seule partie utilisée. Deuxième volet, l'intensité. Évidemment que pour un entraînement du mardi soir avec une équipe de U11, on n'a pas besoin du même éclairement que les seniors qui s'entraînent en vue du match dimanche. Donc nous avons défini des profils et chaque entraîneur a une autorisation d'allumer ou une moitié terrain ou l'intégralité, mais avec une intensité qui est prédéfinie. Un entraîneur de jeunes ne pourra allumer que l'éclairage avec une intensité de 30%. Les seniors, c'est 60%. Et une rencontre officielle, bon, il n'y a pas d'officiel dans la salle. Normalement, c'est à 100%, mais on a vu qu'avec 80%, on passait tout aussi bien. Donc, les matchs officiels, on les éclaire. Bien sûr qu'on va mesurer les 250 lux lorsqu'on fait la campagne de mesure, mais on n'éclairera qu'à 80%, ce qui fait des économies réalisées. Donc, sur le dernier volet de la durée d'éclairement, avec les lampes à accumulation qu'on avait auparavant, il fallait allumer, attendre. Lorsqu'il y avait 2 entraînements qui se succédaient, mais avec un laps de temps intermédiaire, on restait connecté, on restait allumé. Tandis qu'avec les LED, on allume quand on arrive et on éteint quand on s'en va. Et le suivant, il allume quand il arrive, il éteint quand il s'en va. Enfin, les utilisateurs ont été donc bridés, je vous l'ai dit, au niveau de l'intensité, et ils ne commandent l'éclairage qu'à travers leur smartphone ou leur tablette. Ils n'accèdent plus au local technique, ce qui apporte aux élus une sécurité supplémentaire en matière d'accès à des installations où il faut des autorisations spéciales. Un chiffre qui est quand même éclairant, si vous me permettez ce petit jeu de mots, c'est qu'avec un terrain auparavant, donc il n'y avait qu'un terrain qui était pourvu d'éclairage, comparé à l'éclairage sur une période de 8 mois sur les 2 terrains, nous avons une économie de 25% maintenant réalisée, constatée. C'est-à-dire que les 2 terrains allumés, dans une utilisation comme auparavant, en nombre d'heures, d'entraînement, etc.,
nous consommons 25% de moins d'énergie qu'auparavant avec un seul terrain. Et du coup, quelle a été votre ambition? L'ambition, tout honnêtement, quand il y a 3 ans, nous avons ficelé le projet, on ne parlait pas sobriété énergétique. C'est comme Monsieur le maire, c'était pas encore la première des préoccupations. La première des préoccupations, je le dis, c'est le rôle des élus de donner aux associations des moyens pour accueillir le maximum de pratiquants et surtout le maximum de jeunes qu'il vaut mieux avoir sur les terrains de sport plutôt que de les avoir dans la rue. Et c'est vraiment la première démarche que nous avons faite. Alors nous avons trouvé des solutions techniques au fur et à mesure de la maturité du projet, grâce aux équipes techniques qui sont là et que je remercie, parce que c'est sans eux, finalement, nous ne sommes pas de spécialistes. Mais le projet a mûri à partir d'un besoin, mais sur lequel on a construit la problématique énergétique derrière. Avez-vous prévu plusieurs scénarios d'éclairage? Il y a au minimum 3 scénarios. Il y a celui de l'entraînement, et notamment la catégorie, celui de l'utilisation festive du terrain, puisque il y a des zones spécifiquement éclairées quand il y a une soirée sur le parvis du clubhouse. Donc on ne va pas éclairer les terrains, alors qu'auparavant, c'était l'ensemble des installations qui étaient ouvertes. Et enfin, le scénario match dont j'en ai déjà parlé, qui effectivement est le seul moment où les éclairages fonctionnent à plein, et uniquement sur la partie du terrain qui est concernée. Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais quelle économie avez-vous atteint aujourd'hui justement avec ces projets? Alors comme en coût, c'est extrêmement difficile à dire, puisque les courbes qu'on a vues tout à l'heure sont vertigineuses. Dire aujourd'hui combien va coûter l'électricité dans 1 an, 6 mois ou 2 ans, j'en suis incapable. Peut-être qu'il y a des gens qui sont plus à même de le faire. Moi, je ne le suis pas. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est avoir une consommation qui est compatible avec le budget de l'association. Parce que les charges locatives, je le répète, sont payées, sont à la charge de l'association. Donc c'est eux qui payent. Donc il faut qu'ils continuent d'avoir les moyens d'accueillir, plutôt que de supprimer carrément des entraînements, il faut qu'on leur donne, qu'on les aide à trouver les moyens pour pouvoir assumer ces charges. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est le constat qu'on a fait en nombre de kilowattheures. En nombre de kilowattheures, on passe de plus de 3000 kilowattheures en moyenne à 2300 constatés actuellement mensuellement. Donc on a une diminution de 25% sur les 2 terrains. Là, je m'adresse à mes 3 invités pour le coup, mais on va laisser plutôt commencer par Monsieur le maire. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait un changement de comportement au niveau des usagers aujourd'hui? Oui, pendant que mon collègue parlait, je pense que même si demain, le prix de l'électricité revient à un niveau tel qu'on l'avait constaté pendant des années, les populations aujourd'hui nous disent c'est pas le prix finalement. Alors évidemment pour la facture, les élus nous disent on multiplie par 1 kilowatt par un prix, mais les gens ils nous demandent de consommer moins. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on communique plus finalement en économie d'énergie. Alors évidemment après le maire que je suis le transforme en euros, mais on est de plus en plus partant pour dire voilà ce que cela consommait et voilà ce que l'on consomme aujourd'hui. Et les gens, d'abord ils sont aujourd'hui très attentifs. En plus je pense tu disais qu'on ne sait pas combien ça va coûter. Moi, je pense qu'on n'est pas même encore dans le principe où si jamais on va vers des coupures d'électricité, si on va des vraies difficultés demain dans les sociétés pour des particuliers, notamment chez les plus précaires, je pense que cette prégnance de la consommation électrique des collectivités territoriales, elle sera d'autant plus importante d'ici quelques jours, quelques semaines. J'espère qu'on aura un hiver, il faudrait qu'on ait des hivers froids, parce que ça changerait d'ailleurs, mais je pense qu'on a vraiment passé aujourd'hui un cap qui consiste à dire n'éclairons que ce qui est nécessaire, éteignons dès qu'on le peut,
Et après, s'il y a des économies, tant mieux. Mais j'ai envie de dire que ça, c'est un peu la cuisine interne des élus. Donc je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui a changé chez les gens. Et aujourd'hui, ils demandent une consommation, donc une résilience plus forte des collectivités territoriales. Quelque part, ils ont retrouvé un peu du pouvoir d'achat en diminuant un petit peu aussi leur consommation, en faisant attention d'éteindre quand il n'y a personne dans... Oui, ça fait partie de la formation. C'est-à-dire que finalement, chacun... Enfin, c'est des gouttes d'eau, alors c'est des gouttes d'eau, c'est plutôt des terawatts ou des kilowatts, mais chacun peut... En plus, c'est quelque chose qui est très participatif. Moi, j'insiste là-dessus, je ne sais pas comment vous avez fait pour le terrain de foot, mais je note qu'on peut faire payer une association l'éclairage. Moi, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, mais je vais dire ça à mon club de foot. Je pense qu'on peut accompagner positivement cette démarche. Moi, je voudrais juste dire que, par exemple, la nacelle électrique qui changeait les quasiment 4000 points, elle était logotée, elle disait voilà, ici la ville va changer ça. Je pense qu'on peut essayer d'embarquer avec nous les populations. On parle beaucoup de démocratie, de participation citoyenne. On peut les embarquer vers nous en disant voilà, on essaye d'avancer ensemble et demain, oui, ça sera des économies d'énergie, donc potentiellement des économies d'impôts. Je ne suis pas sûr qu'on puisse leur promettre ça, mais ça sera surtout la capacité demain de dire on est capable de réduire de 10 à 15% notre consommation énergétique totale. Alors quand on dit 10 à 15%, les gens nous disent mais c'est strictement rien. Je leur dis dans ces cas-là, prenez votre consommation au foyer, essayez de la diminuer de 15% et vous verrez que c'est pas si simple que ça. Donc on a besoin vraiment d'avoir les acteurs. Ça passe par une sensibilisation des clubs qui utilisent les locaux, des gens qui utilisent nos salles, dans les écoles, la formation, la température des piscines. Enfin, je pense qu'on est vraiment au début de tout ça. Et c'est là pour en revenir sur la thématique de la conférence d'aujourd'hui. On a besoin de la technologie pour ça. On a besoin d'avoir aussi des choses qui nous permettent de dire en temps réel, voilà ce que l'on a réussi à consommer pour faire comprendre aux gens que les efforts, ils ne sont pas vains et qu'il y a quelque chose de positif derrière. Monsieur Kaiser, vous souhaitez réagir ? Tout à fait, parce que je m'inscris tout à fait dans la continuité de ce que disait Monsieur le maire. Les utilisateurs ont spontanément adhéré au principe d'avoir un éclairement à 30% ou à 60%, dans la mesure où, lors des réunions techniques que nous faisons avec eux, on a pu leur apporter des chiffres qui leur démontrent que leur action a été valorisée par une diminution sensible de la consommation. Je pense qu'il faut avoir un échange avec les utilisateurs, que ce soit les concitoyens. Là, ce sont les entraîneurs des équipes qu'on réunit tous les 2 mois à peu près. Et quand on leur arrive à leur démontrer que leur action, parce que finalement, c'est leur action, leur acceptation d'un système qui n'éclaire que la moitié du terrain au lieu d'éclairer que l'intégralité du terrain, montre qu'ils ont le résultat de ce qu'on essaye de leur inculquer. Et je dois dire que les retours sont extrêmement positifs et ils demandent régulièrement où en est-on ? Où en est-on ? Qu'est-ce qu'on a fait ce mois ? Qu'est-ce qu'on a fait les mois derniers ? Donc je pense que cette adhésion est fondamentale à l'évolution du système qui est, encore une fois, la technologie nous sert bien puisque les quelques responsables ont la possibilité, je peux par exemple sur mon téléphone allumer l'éclairage à Ittenheim à 500 km. Une petite anecdote. La technique a permis, parce que l'un des entraîneurs n'avait pas son smartphone en poche, a appelé le vice-président qui était à New York et qui lui a allumé l'éclairage à Ittenheim. Donc ça, c'est de la technologie. Donc ça, c'est quand même une évolution qui est un peu magique pour les profanes que nous sommes. D'accord. Juste une dernière question, puis après on prendra les questions dans la salle. Parce que moi, c'est un sujet aussi qui me tient à cœur, la pollution lumineuse, parce qu'on est vrai qu'on n'en a pas parlé. Mais est-ce que vous pensez que l'apport technologique peut contribuer à justement baisser cette diminution, cette pollution lumineuse ? Oui, on est... Là encore, je pense qu'on est dans des degrés de maturité sur lesquels les villes doivent aller plus loin. On découvre beaucoup de choses, mais la LED nous permet par exemple de faire comprendre que avant, quand on allumait, par exemple, je reprends mon exemple de l'éclairage public, c'était on-off, quoi. J'allume, j'éteins, avec
finalement assez peu de questions sur la biodiversité. Or, la plupart des études que l'on a, notamment sur les insectes, démontrent que les périodes les plus critiques pour la biodiversité, pour les insectes, après tout le reste, hors moustiques, qui eux n'en ont pas besoin malheureusement, eh bien c'est les périodes d'allumage, enfin les périodes d'aube et de crépuscule, sur lesquelles on est, et c'est là-dessus on fait de la pédagogie, on descend progressivement, on monte progressivement pour éviter finalement ces phénomènes de choc qui ne sont pas bons pour la biodiversité et donc pour la nature. Sur les pollutions lumineuses, ça va aussi être un débat que l'on va avoir. Je pense que là aussi les choses prendront du temps, mais il va falloir qu'on apprenne à se un peu dédroguer des pollutions lumineuses. C'est nous finalement qui sommes les plus... on est un peu finalement citoyens responsables, on est finalement consommateurs quelque part. Nous, là-dessus, on pourrait parler d'ailleurs de l'empreinte carbone des téléphones portables. Mais aujourd'hui, on a tous besoin, ceci dit. Mais voilà, on a besoin de faire ça, mais encore une fois, à partir du moment où on est capable de dire aux gens très concrètement, vous avez fait ça, vous avez permis d'économiser ça, et grâce à ça, on peut faire ça. Je pense qu'il faut être vraiment dans la pédagogie, parce que quand même, je ne voudrais pas minorer l'impact des gens qui nous ont accompagnés pour faire tout ça. C'est quand même redoutablement technologique, ça va très vite, et je pense qu'on peut quand même s'enorgueillir. On est toujours en train de dire qu'en France, rien ne va, qu'on est toujours machin, etc. Je trouve que sur ces domaines-là, on n'est peut-être pas forcément les plus en pointe, mais on a quand même de quoi se réconforter en disant qu'on a peut-être pris le train avec un peu de retard, mais qu'on va tout droit et rapidement. Monsieur Kaiser, un mot peut-être ? Je ne peux qu'adhérer aux propos de Monsieur le maire. L'acceptation de la pollution par les concitoyens est un sujet sensible. Ils font beaucoup de communication. Il faut leur expliquer qu'on est dans une situation vertueuse, puisqu'on essaye de réduire autant que faire se peut la consommation, notamment par les 3 éléments qu'on a cités. Parce qu'on a des personnes qui habitent autour du terrain de foot et qui, bien évidemment, nous disaient mais maintenant vous avez rénové l'éclairage et il fait toujours aussi clair qu'avant. Alors qu'on est à 30% d'éclairement. Ça montre que baisser l'intensité est très peu perceptible à l'œil nu. Match officiel à 80%, ça suffit pour jouer au niveau où nous jouons. Donc la communication envers nos concitoyens est un élément mobilisateur et d'adhésion à la technologie qui est mise en œuvre. Si vous permettez, juste aussi l'autre avantage qu'on n'a pas cité, c'est la durée de vie. Aujourd'hui, on est quand même sur des ampoules qui vont durer à peu près une vingtaine d'années contre 2 à 3 ans auparavant. On a aussi cette demande des concitoyens de nous dire arrêtez de changer les choses tout de suite, tout le temps. Et on axe maintenant sur la réparation plutôt que de le changement, la fameuse dégénérescence programmée, obsolescence programmée. Et donc on a aussi ça. Moi, on essayait d'expliquer, alors ça devient un peu compliqué, mais quel était l'impact de CO2 dans une ville qui changeait ses électricités, le fait de louer la nacelle, de mettre pas d'hydrogène, parce qu'en général c'est souvent du gazole dans la voiture, fossile, et cette pollution malheureusement elle se voit pas, la pollution atmosphérique elle se voit pas, mais pourtant dans les chiffres de la santé publique et le nombre de morts en France elle se voit très concrètement. Donc je pense que la durée de vie, on a aussi besoin d'en parler. C'est une nouvelle technologie qui pour une fois propose une durée de vie plus importante que la précédente. C'est suffisamment rare pour être souligné. Messieurs, je vous propose un échange avec la salle. Y a-t-il des questions ? Bonjour. Donc moi je travaille dans une commune et j'avais une question par rapport au budget de fonctionnement, par rapport à tout ce qui va être innovation. Est-ce que vous avez des abonnements à payer chaque mois et qu'est-ce que ça représente par rapport à vos 3700 points lumineux notamment? Et par rapport au stade, est-ce qu'il y a un système d'abonnement par rapport à cette technologie intelligente et ces modules qui sont mis à disposition et cette application? Oui, enfin, je suis en train de m'analyser parce que, bon, c'est cher, c'est trop cher, cette technologie, je vous le dis, mais non, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de choses particulières, on paye à l'installation, il y a des choses qui se rémunèrent, mais aujourd'hui, on n'a pas, moi je n'ai pas de système de membre pour ce qui me concerne. L'autre communication qu'on essaie de faire passer, c'est que les économies générées par la diminution de la facture énergétique sont injectées sur des thématiques comparables. Donc c'est aussi, voilà, c'est pas forcément une économie nette en disant on s'est mis ça en dépensant moins, mais on essaie de le réinjecter un peu plus fort sur là-dessus. Mais je n'ai pas d'abonnement pour me concernant.
En ce qui concerne pas non plus, donc on a à l'installation, on a fait le choix d'élargir notre équipement par un module d'automaticité, donc qui nous a été facturé one shot. Et le fonctionnement, c'est la consommation électrique. Il n'y a pas d'abonnement au système. Y a-t-il d'autres questions? On vous a éclairé. Alors, il y a peut-être une... Non, bon. Du coup, ce que je vais proposer plutôt, c'est un mot de fin de chacun. On va commencer par Monsieur le maire. Merci. Voilà, on espère... moi, je suis toujours preneur de ces échanges-là parce que c'est souvent en allant dans des salons comme ça, en échangeant entre élus sur les bonnes pratiques, qu'on arrive à essayer très modestement de se dire, tiens, qu'est-ce que font les autres? Voilà, et on se copie, et c'est tant mieux. Moi, je vous encourage vraiment, si vous avez des questions, à franchir le pas. C'est vraiment quelque chose de... un acte éminemment politique, l'éclairage, je le disais tout à l'heure en introduction. Et donc, c'est un chemin qui va être long, qui n'est pas fini, mais qui est vraiment quelque chose de très intéressant, parce que finalement, quand on s'occupe de l'éclairage, c'est pas simplement qu'une consommation énergétique avec une facture à la fin du mois. On s'occupe de bien autre chose que la partie d'éclairage sur l'aménagement public. Aujourd'hui, finalement, on s'intéresse aussi à se dire, quand on aménage une place, quand on fait une rue, quand on a des éléments, voilà, on se pose la question de... Là, on vient de livrer la semaine dernière la première allée avec des lampadaires qui fonctionnent. C'est une allée piétonne, hein, mais des lampadaires qui ne fonctionnent qu'au capteur solaire. Donc, je pense qu'on est en train de se poser une question qui n'est pas simplement qu'une question de facturation énergétique ou de technologie. C'est vraiment une question d'aménagement du territoire et de changement d'habitude. Nous, on essaie de demander aussi aux gens de ne plus s'entraîner le soir. On leur dit c'est bien de s'entraîner le samedi soir, c'est mieux que d'avoir le match le dimanche matin. Mais c'est aussi comment demain on peut tous être acteurs de tout ça. Et je pense que plus on va avancer, plus on aura besoin de ces choses-là. Et finalement, en consommant moins, on en est un peu plus libre, donc c'est pas plus mal. Merci beaucoup. Monsieur Kaiser. En ce qui nous concerne, je crois que ce n'est pas de réduire les séances d'entraînement, puisque le nombre d'équipes font que les installations sont à saturation du lundi au samedi inclus, tous les soirs, de 18h à 22h30. Donc ça, c'est full. Donc ça, c'est le sujet. Mais je crois que la préoccupation de la sobriété énergétique est aujourd'hui partagée par tout le monde. Pas seulement par les élus, mais aussi par nos concitoyens et par les associations qui utilisent ou les locaux ou les terrains mis à disposition. Et là, je ne peux qu'encourager les associations qui le souhaitent à se rendre compte de visu que finalement le confort il est accru et la facture est diminuée. Samuel, peut-être un dernier mot? C'est difficile de rajouter des choses sur cette conclusion parce que effectivement, l'objectif d'une bonne installation d'éclairage, c'est avant tout d'apporter du service aux citoyens, du confort, et c'est ce que vous avez fait, en étant intelligent, en limitant au maximum la dépense, en ayant la capacité de s'adapter en temps réel ce que vous faites chacun sur vos communes. Donc que ce soit pour un éclairage de rue ou un éclairage sportif, et c'est la même chose pour l'éclairage intérieur. Donc aujourd'hui, on voit que la technologie existe, qu'effectivement elle est fiable, elle est durable, il y a des durées de vie de plus de 20 ans pour l'éclairage extérieur, et elle est surtout adaptable. C'est-à-dire que quelle que soit l'évolution de l'utilisation de vos rues, de comportement de vos usagers, que ce soit à Noël, que ce soit pour la fête de la musique, vous avez cette flexibilité et vous pouvez modifier très facilement donc, les scénarios d'éclairage pour toujours adapter les niveaux d'éclairement et donc votre dépense, contrôler votre dépense par rapport aux besoins réels. Et nous, en tant qu'industriels, notre seule volonté est là, c'est de vous permettre d'avoir un éclairage juste, intelligent, économe et qui vous inscrit dans la transition énergétique et écologique également. Messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à cette table ronde. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée à tous.